Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le torchon brûle entre Alger et Paris. C'est historique et inédit. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, chef de la diplomatie française, a affirmé hier que la France a pris des sanctions officielles contre l'Algérie. Ce haut responsable français a indiqué que certains dignitaires du pouvoir algérien sont frappés d'une interdiction d'entrée sur le territoire français. En clair, les autorités françaises vont refouler directement et sans ménagement au niveau des aéroports et ports français certains dirigeants algériens qui tenteront d'entrer en France afin d'y séjourner pour divers motifs. Des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens ont été prises par la France, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, sans préciser la date d'entrée en vigueur ni le nombre de personnes concernées. C'est également dit prêt à en prendre davantage si la coopération franco-algérienne en la matière ne prend pas, souligne-t-il. Ce sont des mesures qui sont réversibles et qui s'éteindront dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra, a-t-il ajouté. L'Algérie a exprimé sa surprise et son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement français à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, les exemptant de formalités de visa, indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Nous vivons dans une espèce de démesure qui ont dit long sur la relation algéro-française, amenée à vivre des moments d'une extrême gravité dans un futur très proche, pouvant aller vers une crise jamais égalée depuis l'indépendance. Le changement de position de la France sur la question du Sahara occidental a véritablement crispé les relations algéro-françaises et nous sommes en train d'évoluer vers une véritable rupture avec toutes les conséquences tant sur le plan sécuritaire, humain et économique. La situation politique du pays interroge. La crise que vit l'Algérie tant sur le plan politique interne que sur le plan diplomatique nous indique, sans l'ombre d'un doute, que nous allons vers un futur incertain. Nous débattrons avec nos invités des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens qui ont été prises par la France. C'est historique et inédit dans les relations algéro-françaises. Juste après cette petite intro. La France interdit aux dignitaires algériens d'entrer sur son territoire. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Jamaldine Benchenouf, qui est journaliste observateur. Il sera avec nous depuis Lyon par Skype, je pense. Je ne sais pas si Jamaldine Benchenouf est voir si Jamal. Ah oui, il est avec nous. Comme d'habitude, très en couleur et très beau. C'est Jamal, très content de t'avoir dans cette émission. Merci de m'avoir invité, Khoya Nasser, barakallahu fik, de nous avoir reçus à Londres. Pas que moi, beaucoup de militants qui donc vous ont rendu visite, qui sont très contents, qui m'ont chargé de vous exprimer encore une fois toute leur gratitude et leur amitié. Et merci à Al-Magharibi en espérant que bientôt nous allons la revoir sur les ondes, qu'elle va être rétablie dans ses droits. Merci beaucoup, Sid Jamal. Ça nous a vraiment fait plaisir aussi de
de vous avoir à Londres et d'échanger avec vous et avec d'autres invités. Merci à vous. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir aussi Dr Sid Ahmed Sidi Mnad, qui est analyste politique, mais aussi expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il est avec nous aussi via Skype depuis Vienne, je pense. Dr Sid Ahmed Sidi Mnad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Sénat. Se dire d'abord combien j'ai été ému de rencontrer toute l'équipe d'El Magharibia que je connaissais à travers les échanges que nous avions sur vidéo. Mais à Londres, c'était une émotion toute particulière. Et d'ailleurs, j'ai transmis à notre ami Salim Tarhan une lettre de reconnaissance à l'accueil qui nous avait été réservé à Londres. Et je suis sûr qu'il a transmis ça à toute l'équipe de Magharibia. Et aussi, j'ai le plaisir de revoir sur les ondes M. Jamaldine Benchenouf, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Londres. Et bonjour à tous vos invités. Je ne sais pas qui ils sont. Et en tout cas, heureux d'être là encore parmi nous. Merci beaucoup, Dr Sid Ahmed. On est très content aussi de vous avoir ce soir et très content aussi de vous avoir rencontré à Londres, puisqu'il y a eu seulement cette rencontre à travers les écrans. Marhaba bik, Dr Sid Ahmed Sidi Mnad. On aura le plaisir aussi d'accueillir Adel Khalaf, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il sera avec nous aussi dans cette émission. On aura aussi le plaisir d'accueillir Gamal Abina, analyste politique spécialiste des questions géopolitiques. Il sera avec nous aussi depuis Paris via Skype. Et l'opposant, M. Karim Tabou, opposant politique, il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Jamaldine Benchenouf, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, c'est inédit, c'est historique, je l'ai dit dans ma petite introduction, Jamaldine Benchenouf. Avant de vous donner la parole, on va écouter d'abord, si c'est possible, nos amis de la régie Soundbite One, les propos donc du ministre des Affaires étrangères français, M. Barrot. On l'écoute. Et le Premier ministre a tout à fait raison lorsqu'il dit que le refus par l'Algérie de reprendre ses ressortissants est inacceptable, surtout quand ça conduit à des tragédies comme celle que nous avons vécue avec l'attaque terroriste à Mulhouse le week-end dernier. Mais je vais même aller plus loin. La détention de notre compatriote Boualem Sansal est injustifiable. Les déclarations hostiles à l'encontre des autorités françaises sont indignes. Mais quoi qu'on pense du régime algérien, on doit garder les yeux rivés sur les intérêts et la sécurité des Français. Des mesures, nous en avons déjà prises. Nous avons pris des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Nous l'avons fait avec à l'esprit justement de faire avancer ou de défendre les intérêts des Français, je les évoquais, la libération de Boualem Sansal, la reconduite à la frontière, la réadmission des Algériens en situation irrégulière. Ce sont des mesures qui sont réversibles et qui s'éteindront dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra. Maintenant, je suis prêt à en prendre davantage. Lesquels ? Si cette coopération, que j'appelle de mes vœux, Voilà, donc des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens ont été prises par la France, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot. C'est une idée historique, comme je l'avais dit. Jamaldine Benchenouf, je ne sais pas, je pense qu'on a perdu Jamaldine Benchenouf. Non, il n'est pas avec nous, on l'a perdu. Dr Sid Ahmed Sidi Mnad, donc je vais commencer avec vous. Première question, comment peut-on lire donc cette situation, ces mesures qui ont été prises par la France, donc de restrictions de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Jamais il y a eu une telle mesure ou des restrictions contre des dignitaires algériens ou des responsables algériens, Sidi Ahmed Mnad. Ah,
On a perdu aussi le docteur Sid Ahmed Sidi Mned, mais je pense que Jamaldine Benchenouf est de retour. Jamaldine Benchenouf, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, on a été coupé. Je ne sais pas si vous me... On vous entend, si Jamal. L'image, est-ce que vous me voyez? On vous entend très bien. On va essayer de régler l'image, mais on vous entend très bien. Très bien, parfait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez... Anam, si Jamal, je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations. Oui. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, que je viens juste de passer. Est-ce que vous avez entendu ces déclarations? Oui. Il s'agit en l'occurrence, je vais essayer de développer après, c'est cette crise a atteint un sommet inédit jusque-là. Jamais il n'y a eu une telle crise au sommet, mais peut-être faut-il préciser qu'en l'occurrence, ce n'est pas une crise entre l'Algérie et la France, dans les relations algéro-françaises. En fait, c'est très subtil, hein, c'est généralement réservé à des initiés de ce genre d'affaires, de situations. En fait, nous sommes au bord de la rupture, non pas entre la France et l'Algérie, mais entre l'État français et le régime algérien. Je pèse mes mots. D'abord parce que je ne me solidarise en aucun cas avec une mafiocratie qui a fait main basse sur notre pays, qui l'a exploité, qui s'est servi de la mémoire de nos chouhadas, de notre révolution, pour nous berner, pour nous tromper, de temps en temps en usant des affaires ça, ou jamais nous ne pardonnerons et tout, alors que, faut le dire, aujourd'hui, pourquoi ils ressentent très mal cette crise, les gens du régime, c'est parce que pour la première fois, l'État français s'en prend directement aux barons du régime, à leur parentèle, à leur clientèle, qui s'élève à des milliers de personnes, si ce n'est à des dizaines de milliers. Lorsque, bien sûr, on prend en compte toute leur parentèle, toute leur clientèle et leurs partenaires variés et divers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, jusque-là, Nasser, et nous l'avons dénoncé à maintes reprises, tous les militants pour la démocratie, pour l'avènement d'un État de droit ont dénoncé le soutien de l'État français à ces gens qui étaient en quelque sorte les proconsuls de la France. En quelque sorte les proconsuls d'une sorte de néocolonialisme. Il faut dire que, en fait, vu côté français, la France est restée dans les limites de l'honneur, dans les limites de la dignité, dans les limites de la raison d'État. Parce que ce qu'ils concédaient comme privilège aux barons du régime, aux barons algériens du régime, c'était en échange d'intérêts, non pas pour les dirigeants français, non pas pour les partis politiques français, non pas pour de quelconques barons français tapis dans l'ombre de la République, mais c'était une raison d'État pour les intérêts supérieurs de la France. Mais ils ont poussé, les Français ont poussé le bouchon très loin, jusqu'à se compromettre avec ces gens, jusqu'à leur permettre de blanchir l'argent de la rapine, de l'argent qui a été volé aux Algériens, en France, qui est devenue en quelque sorte une sorte de plaque tournante du blanchiment sale des barons du régime. Et elle leur a permis, dans le cadre des accords de 68, justement, de pouvoir s'installer en France, avec tout le barda, avec leurs bobonnes, leurs enfants, etc. Elle leur a permis d'investir en France le fruit de leur rapine. Elle leur a permis passez-moi le mot,
je ne peux pas dire l'essentiel, dans le même temps où le régime algérien permettait aux Harraga de se jeter à la mer, dont beaucoup mouraient, juste pour avoir une soupape de sécurité, pour que la colère n'explose pas dans la rue algérienne. Dans le même temps, eux, ils avaient toute l'attitude pour se rendre en France comme ils voulaient. Et ils ont poussé le bouchon jusqu'à user des passeports diplomatiques, non pas seulement pour eux, mais à leurs copains, à leurs copines, à leurs amis, à leurs associés. Et récemment, donc, la France qui a poussé le bouchon, je disais, jusqu'à couvrir certains crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Je le dis, j'assume, je suis prêt à répondre devant les tribunaux français, qui ont poussé le bouchon jusqu'à, rappelez-vous l'affaire de Boudiaf qui avait envoyé 4 officiers pour demander à M. Bérégovoy de lui livrer des informations sur la mafiocratie algérienne et ses biens en France. Ils ont poussé le bouchon jusqu'à avertir le DS Ismaël Lamari notamment que des Algériens avaient été envoyés, des officiers avaient été envoyés par M. Boudiaf à Pierre Bérégovoy et que même ces grands responsables sécuritaires ont demandé à M. Bérégovoy de ne pas fournir ces informations demandées par Boudiaf parce que, ont-ils argumenté, ces gens sont leurs agents en Algérie. Ces gens sont leurs proconsuls. Ces gens sont leurs amis dans le sens politique du terme. Et donc, aujourd'hui, il s'est avéré que la France, finalement, plutôt la France-Algérie, il y a une différence entre les relations algéro-françaises, ça veut dire l'État français avec le peuple français, avec l'Algérie, et la France-Algérie, des relations très malsaines, très chafouines, très sordides, entre l'État français et des barons du régime algérien pour leur intérêt exclusif. Alors, aujourd'hui, ils se sont rendus compte, et je vais finir pour vous permettre de faire le tour de l'étape. Finalement, ils se sont rendus compte que ces gens qui jouaient sur 2 tableaux, d'un côté la mémoire, l'usage de la mémoire à des niveaux outranciers, et de l'autre côté, des petits contacts souterrains pour leur dire non, rassurez-vous, ça c'est juste pour la galerie. Mais là, c'est arrivé à la butée, ça ne peut plus aller plus avant. Et les Français se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils n'avaient plus grand-chose à gagner avec ces gens, mais beaucoup à perdre. Et nous pourrions développer si vous le souhaitez. Très bien, oui. On va essayer d'être un peu bref dans nos réponses, Sidi Djemal, parce qu'on a beaucoup d'invités. Mais je voulais rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire très rapidement, parce que je dois donner aussi la parole à notre ami Dr Sid Ahmed. Il y a aussi d'autres qui critiquent un peu la position de la France en ce moment, Jamaldine Benchenouf, et qui vous diront que ce qui se passe en ce moment, ça dépasse un peu le cadre diplomatique. Puisqu'on parle que de l'Algérie, la question de l'immigration ne concerne pas seulement l'Algérie, Jamaldine Benchenouf, pour ceux qui défendent un peu la position du pouvoir ou l'aide du régime algérien. Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'obsession algérienne, ou plutôt, comme vous l'avez dit, la France doit réagir parce qu'en face, il y a un régime qui ne veut pas donc coopérer comme il faut, surtout en termes donc de l'immigration. Jamaldine Benchouf, très rapidement, s'il vous plaît. Je sais que c'est une question qui est importante peut-être. Très rapidement, parce que d'abord, d'un côté, jamais le régime algérien ne s'est permis autant de dépassement, d'extravagance, de réactions hystériques. Rappeler un ambassadeur, vers des déclarations vraiment injurieuses. Là, ils sentent leur douleur, et d'ailleurs, la preuve, c'est que la dernière réaction, là, elle est toute doucereuse, toute gentille, comme quoi l'État algérien s'inquiète, il se questionne. Et il n'y a même pas eu d'interpellation, même pas une convocation d'ambassadeur, mais là, l'État français aussi a sa propre opinion publique qui est désormais très défavorable au régime algérien, et je précise, pas au peuple algérien, pas aux Algériens, pas à l'Algérie, au régime algérien. Très bien. Parce que maintenant, elle sait, et je m'arrêterai là, elle sait l'opinion publique française.
à travers l'extrême droite, malheureusement, à travers une certaine presse, malheureusement. Mais elle sait que le régime algérien laisse passer les émigrés clandestins et dont il sait que l'Espagne un moment où Jamaldine Benchenouf, je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Jamaldine Benchenouf. Jamaldine, restez avec nous, on va essayer de régler ça, si Jamal. Docteur Sid Ahmed Sidi Mennadj, la question est à vous, bien sûr. J'aimerais avoir votre aperçu. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces mesures qui ont été prises par la France contre des dignitaires algériens, mais pas que, puisque le ministre des Affaires étrangères appelle aussi les autres pays européens à faire la même chose. On l'écoute. Je vais proposer qu'on renforce notre capacité à éloigner les étrangers en situation irrégulière. Comment ? Eh bien, si un pays ne coopère pas avec les autorités françaises, je vais proposer que tous les pays européens, en même temps, puissent restreindre leur délivrance de visas. Ça, c'est la première idée. Donc, y compris pour l'Algérie, que tous les Européens se mettent ensemble. Absolument. Pas uniquement la France de son côté. Sinon, quand on le fait à titre national, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si, à l'inverse, un pays améliore sa coopération en matière de reprise des étrangers qui sont en France en situation irrégulière, alors je propose que nous puissions appliquer des baisses de droits de douane, parce que c'est un levier qui est particulièrement puissant. Donc c'est aussi sur les droits de douane que ça doit se jouer vis-à-vis de ces pays. Absolument. Entre les bons et les mauvais élèves. Et là encore, au niveau... Voilà, donc ces mesures, le ministre des Affaires étrangères veut que la France donc a mis en place des mesures, mais aussi il veut que les pays européens aussi fassent la même chose. Docteur Sidi Mennadj, quelle est votre lecture par rapport donc à cette situation qui est inédite, Docteur Sidi Mennadj? Oui, c'est Nasser. D'abord, je voudrais relativiser cette idée que nous sommes au bord de la rupture. Moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y ai pas cru dès le début et je continue à ne pas y croire. Pour une raison bien simple, c'est que les intérêts de part et d'autre sont tellement nombreux, dont certains nous les ignorons. Donc, il n'y a certainement pas gain à enflammer la situation. Moi, je n'y crois pas du tout. J'irais même jusqu'à dire, et on le dit si bien en Kabylie, d'où je suis natif, ce sont des chamailleries de belles filles. On le voit, ce sont des mesurettes. D'abord, le ministre des Affaires étrangères français reconnaît lui-même que interdire l'accès à certains dignitaires, on ne sait même pas lesquels, ne serait pas tout à fait efficace si ce n'est pas suivi d'effet par les autres pays européens. Parce que nous savons tous ce que c'est que l'espace Schengen, par exemple. Et croyez-moi que tous les dignitaires dont on parle ont leurs entrées dans toutes les ambassades des pays occidentaux. Donc, s'ils ne peuvent pas passer pas directement par la France, ils passeront par l'Espagne, par l'Italie, d'autres pays, et puis rentrer discrètement en France sans problème aucun. Donc pour moi, c'est vraiment une mesurette, des cosmétiques. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, et personne ne la pose jusqu'à présent. Pourquoi autant de passeports diplomatiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est seulement en France qu'il y a de ce genre de privilèges pour des dignitaires? Dignitaires, ça veut dire quoi d'ailleurs, dignitaire? Ça veut dire des gens qui ont des privilèges que n'ont pas le commun des Algériens. Aujourd'hui, un Algérien, pour aller en France, il doit escalader le mont Everest et encore. Donc, il y a problème. Pourquoi tous ces passeports diplomatiques alors que ce type de privilège n'existe pas pour les autres pays concernant les dignitaires algériens? On nous dit que la France est un pays étranger. Pourquoi donc des mesures d'exception? Pourquoi les autres pays étrangers ne donnent pas ce type de privilège à ces dignitaires? D'ailleurs, c'est un mot
que je trouve offensante, dignitaire. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire des gens qui sont dignes. Baron, machin, bon, je pourrais l'accepter. Donc, il faut garder la tête froide. D'ailleurs, j'aimerais préciser. Mais sur la symbolique, il y a une heure à peine, le point de presse de M. Bayrou, le Premier ministre. Vous verrez, essayez de lire entre les lignes, c'est oui, non, mais enfin, on verra. Il y a une sorte de, je dirais, de concession qu'on veut faire à l'extrême droite ou à la droite dure, appelons ça comme vous voulez. Mais dans le fond, on voit très bien qu'on est prêt à remettre tout sur la table et oublier toutes ces petites querelles entre eux. Ce sont des querelles. Je vous assure que à un moment, on est au bord de la rupture. Pourquoi? Parce que les intérêts sont énormes. Et on ne va pas jouer, surtout les Français ne joueront pas sur ces intérêts-là. Ils auraient tellement à perdre. Et bien sûr, le régime algérien ne peut pas se permettre de divorcer avec la France. Et ceci, il faut bien le comprendre. Donc moi, je relativise tout ça. Je ne m'affole pas. Moi, ce qui m'attriste, c'est que c'est la diaspora en France qui risque d'en payer les prix. Parce que c'est encore une fois l'Algérien citoyen qui vit en France qui va peut-être ressentir les secousses de ce qui est en train de se passer. Et je terminerai sur un point d'ailleurs. Lorsqu'on a cette croyance que ça va très mal avec la France, moi je pose la question. Il y a eu samedi dernier une marche commémorant ou célébrant plutôt le 22 février, où il y a eu quand même un nombre assez conséquent d'Algériens qui ont marché pour la dignité, pour la démocratie, pour la liberté, pour libérer le pays, l'Algérie. Les médias français n'en parlent pas du tout. Cela veut dire que rien n'a changé. Cela veut dire que le soutien pour ce régime-là, il est là et peut-être qu'il se renforce même. Donc moi, franchement, je n'ai pas envie de m'emballer sur cette question-là. Voilà. Restez avec nous, Dr Ahmed Sidi Mennad. Mais pour aussi beaucoup d'observateurs, ils vous diront que cette situation que vit la relation algéro-française où la crise de cette relation est inédite. On va juste regarder la réponse du ministère des Affaires étrangères algérien. Donc, dans ce communiqué, si c'est possible, nos amis de la régie, donc voilà, l'Algérie exprime son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français, et bien sûr, prises par le gouvernement français à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux les exemptant de formalités de visa, indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc l'Algérie exprime son étonnement à ces mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français pour les Algériens ou les détenteurs donc de passeports diplomatiques. Voilà. Je pense que Gamal Abina est avec nous, il nous a rejoint. Gamal Abina, donc analyste politique, spécialiste des questions géopolitiques. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci Gamal Abina. Gamal Abina, alors quelle est votre réaction par rapport donc à ces déclarations du ministre des Affaires étrangères français qui a donc pris des mesures, la France a pris des mesures pour sanctionner contre les dignitaires algériens, donc des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina ? Je pense que moi, je ne pense pas du tout que c'est une petite mesurette. Je pense qu'il y a une offensive généralisée de la droite dure et de l'extrême droite. Je pense que M. Macron est dans une logique où il laisse faire, malheureusement. On parle du ministre des Affaires étrangères, on ne parle pas de M. Retailleau, donc on est passé à une gamme au-dessus, qui a des positions extrêmement offensives, alors qu'il y a encore 2 mois, il était dans plus ou moins une tentative de mesure et tout cela.
Je pense qu'il y a un retour de ce qu'on appelait à l'époque, que j'appelle aujourd'hui l'algérienophobie, à savoir la haine algérienne, et que malheureusement, avec une droite dure et une extrême droite de plus en plus puissante en France, eh bien, ça ne mange pas de pain de taper sur les Algériens. Alors, ils parlent des dignitaires, mais je rappelle quand même qu'ils ont fait des histoires aussi aux simples citoyens qui circulaient d'Algérie, de la France vers l'Algérie, vice-versa. Ils ont fait monter en sauce 2-3 influenceurs un peu crétins pour donner l'impression que c'est une offensive généralisée de la part des autorités algériennes sur le territoire, ce qui est faux aussi, qu'ils font croire que l'Algérie serait dans une manœuvre dilatoire vis-à-vis de la France et qu'elle ferait des histoires, alors que la simple question qui se pose, c'est des rapports économiques, à savoir que la France recule en Algérie, derrière l'Italie d'ailleurs, il faut le rappeler, que la France s'est positionnée résolument en faveur du Sahara occidental marocain, en l'occurrence, donc ils ont choisi leur camp, et que la France, effectivement, est revenue sur ses mauvaises habitudes, à savoir cette vieille tradition anti-algérienne qu'on a connue dans les années 60-70, et qui revient aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas grand-chose. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Pourquoi est-ce qu'ils font des histoires? C'est pour des épiphénomènes, parce qu'il n'y aura pas de reconduite à la frontière, parce que c'est une nouveauté, ça? Ça n'est pas une nouveauté. Quand il y a des gens qui n'ont pas de papier, les Algériens ne les prennent pas. C'est pas parce qu'ils ne sont pas algériens, c'est parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Ils peuvent venir de Tunisie ou du Maroc, et on n'envoie pas le paquet comme ça. Parce qu'on essaie d'expédier un influenceur sans procès, cet influenceur n'a pas été entendu par la justice. Donc l'Algérie rappelle à la France, et la justice française l'a rappelé, qu'effectivement, il fallait respecter les droits de cet homme, quel que soit ce qu'il a dit. Et c'est pas très malin ce qu'il a dit, qu'il y aurait des problèmes liés à soi-disant une sorte de 5e colonne qui sera en France. Ça rappelle étrangement des vieux discours fascistes des années 30, où on parle de 5e colonne qui serait à l'intérieur du pays, mais qui serait infidèle au pays. Eh bien tout ça, ça donne un sentiment général assez délétère, où on voit bien que ceux qui donnent le là, c'est l'extrême droite, et on voit surtout que c'est une façon à peine habile, mais très mal habile, j'ai envie de dire, de masquer les difficultés économiques françaises, de masquer le fait que ce gouvernement, et je le répète à nouveau, parce j'entends beaucoup parler de régime, ça me gêne. En face, on a quand même un gouvernement illégitime. Ces gens-là ne sont pas élus. Ils ont perdu les élections, 4e force qui est arrivée aux élections législatives, et ils n'ont pas donné le pouvoir à l'opposition qui n'est pas du tout dans cette logique-là. Elle n'est pas dans la logique d'affrontement. L'opposition de gauche est dans une logique de bras tendus, de main tendue. Eh bien aujourd'hui, on a quoi? On a un gouvernement perte de vitesse qui passe au forceps des lois à l'intérieur du pays et qui, pour faire oublier cette impopularité réelle, va nous parler de l'Algérie. Ça ne mange pas de pain, c'est facile, le bouc émissaire, on connaît la musique. Donc moi, je dis pas que c'est pas grand-chose. C'est extrêmement grave. J'ai pu le mesurer moi-même en allant en Algérie, où j'ai vu quand même que j'étais contrôlé à la sortie de l'avion. Je parle bien de l'avion, la passerelle. Où j'ai vu qu'effectivement, il y a une offensive assez malsaine, où je vois que les journaux s'en donnent à cœur joie, et particulièrement l'extrême droite, où je vois qu'on fait monter en boucle des influenceurs ridicules qui disent n'importe quoi, qui n'ont pas le niveau. J'ai fait récemment une interview avec Marianne, où j'ai eu un Chaouri en face de moi qui est vraiment très râlé pâquerette, très bas du front, mais qui a un discours très offensif vis-à-vis de l'Algérie, alors qu'il y a encore 5 ans, il ne le tenait pas, où on voit effectivement que cette impopularité du gouvernement français est masquée par des questions étrangères. Donc c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi cette offensive? Pourquoi à ce moment-là? On va écouter Gamal Abina. Je vais vous rendre la parole. Mais vous êtes en train de dire pourquoi cette offensive contre l'Algérie. On va écouter le Premier ministre français, Bayrou, par rapport donc à cette question des OQTF. Donc voilà, on l'écoute sur cette question et je reviens à vous juste après. L'individu qui a tué à Mulhouse avait été présenté 14 fois aux autorités algériennes. C'est les chiffres qui m'ont été fournis par le ministère de l'Intérieur. 14 fois. Et 14 fois, les autorités algériennes ont dit non. Et pour nous, pour moi, ceci est purement et simplement inacceptable. Voilà, donc Bayrou qui dit ceci était inacceptable. Il parle bien sûr des obligations de quitter le territoire français. Est-ce que vous pensez que là, la France aussi n'a pas un point Gamal Abina, et elle doit agir. Il y a une opinion publique, comme l'a rappelé notre invité M. Jamaldine Benchenouf, et qu'il y a un gouvernement qui, vous êtes en train de dire qui ne sont pas légitimes, mais qui ont été choisis par le peuple français. Votre réaction ?
qui a perdu les élections. Donc, ils sont illégitimes. La Constitution de 58 est claire. Celui qui remporte l'élection, même s'il a une majorité relative, c'est lui qui doit exercer le pouvoir. Je parle de l'intérieur au niveau de ce qu'on appelle la gestion de l'intérieur avec les ministres. Donc, effectivement, ils ne sont pas légitimes. Je maintiens mon propos. Ils ne sont pas légitimes et le monde entier le dit. Il n'y a pas que moi. Et simplement pour dire quoi, on va prendre un épiphénomène. Alors, je vous donne des chiffres comme ça, on parle de choses sérieuses. Parce que là, ce n'est pas très sérieux. Il y a 3 homicides volontaires en France par jour. 3. Ça fait un peu plus de 1000 morts par an. 3 homicides volontaires dans des circonstances toujours tragiques et atroces. Là, ils nous prennent un malade mental qui a assassiné des gens, effectivement, et ils font monter ça en boucle. Mais je trouve ça incroyable. Pourquoi on parle de ça comme si c'était une sorte d'action permanente des Algériens? C'est pas parce qu'il y a un fou, un criminel ou je ne sais quoi qui fait une action qu'il faut incriminer le pays d'origine. S'il a fait une action qui est condamnable et qui doit être passible de la prison, c'est normal, eh bien, il doit être emprisonné en France. C'est là où il a commis son crime. Et on est en train de dire, les Algériens auraient dû savoir que c'est un criminel. On a proposé 14 fois, peut-être dans des circonstances où il n'y a pas les papiers, parce que souvent ils jettent leurs papiers, aux Algériens de récupérer. Ça se trouve qu'il n'est même pas algérien. Tout est possible. Hein. Et ils répondent quoi? À cause d'eux, il a tué. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Des crimes, il y en a tout le temps, malheureusement. Il y a des criminels qui se comportent comme des sauvages, mais on ne va pas anticiper des crimes. Il faut arrêter de délirer. Par contre, M. Bayrou, je ne vais pas expliquer qu'il a des affaires dans le dos, on ne va pas rentrer là-dedans. Les affaires, en plus, très scabreuses. Explique et donne des leçons à un pays, alors que, je vous le répète à nouveau, il n'est pas légitime. Il a été nommé d'autorité par M. Macron, alors qu'ils sont arrivés 4e aux élections. Donc, c'est un gouvernement illégitime. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Karim Tabou nous a rejoint. Il est avec nous, opposant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Ken. Bonsoir, Azul. Merci de l'invitation. Karim Tabou, alors les autorités françaises ont pris des mesures donc, de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Ça a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, hier. Votre réaction par rapport à ces mesures inédites et historiques, Karim Tabou? En tout cas, avant de commenter ces mesures, il est nécessaire de retourner un peu en arrière, pas pour une longue période, mais si nous pouvons nous rappeler, au mois d'août, les choses étaient au beau fixe entre Alger et Paris. Autant du côté des autorités françaises que des autorités algériennes. En perspective, il y avait la visite d'État que devait effectuer le chef de l'État algérien, qui à l'époque, souvenons-nous, était candidat aux élections. Et l'Algérie avait même devancé, avait même anticipé l'élection pour permettre à Tebboune de partir pour cette visite en qualité de chef d'État. Puis également, souvenons-nous des accolades qui étaient entre Macron et Tebboune et que les choses étaient au beau fixe. Il y a eu un certain nombre d'événements. Aujourd'hui, au-delà des commentaires et des mesures qui sont annoncées ici et là, et surtout les lectures politiques qui sont faites, une grande partie des médias algériens considèrent que ce qui se passe exprime la montée en puissance de l'extrême droite en France, bien que il est clair que l'extrême droite profite du contexte actuel pour opposer le débat, notamment sur l'immigration et sur les questions liées à la communauté algérienne et à la communauté étrangère d'une manière générale en France. Mais également, du côté algérien, il y a également une surexploitation de ces événements-là, parce que les médias officiels, le pouvoir lui-même, n'arrête pas de recourir justement à cette manière de tenter de manipuler les opinions publiques pour dire que c'est toujours l'ancienne puissance coloniale et il joue un peu sur la fibre nationaliste des Algériens. Donc il y a de part et d'autre une manipulation, des tentatives de manipulation des opinions. Quant aux mesures, je pense qu'il faut également regarder les choses avec beaucoup d'objectivité. C'est que nous sommes dans une crise et dans cette crise-là, il y a des enjeux majeurs qui sont liés à cette crise.
Mais nous devons, et notamment de notre côté, autant que citoyens algériens, que nous soyons en Algérie ou que nous soyons résidents en France, que nous soyons de l'opposition ou du pouvoir, nous devons faire la distinction entre tout ce qui relève des problèmes de la France et de l'Algérie, et nous devons les trier des problèmes qui concernent le pouvoir algérien avec la France. Et là, c'est un exercice, bien qu'il est complexe et difficile. Aujourd'hui, lorsque vous demandez aux Algériens de commenter les questions liées aux porteurs de passeports diplomatiques, aux gens qui bénéficient des soins à l'étranger, à cette catégorie dont parle le Premier ministre français, qui ont des avantages particuliers dans le cadre de ces accords entre l'Algérie et la France, je pense que toutes ces questions ne concernent pas le citoyen algérien, ne concernent pas cette large partie du peuple algérien qui souffre en premier lieu du pouvoir en Algérie. Parce que si les médias aujourd'hui sont libres de commenter, de critiquer et de débattre de ce que peut décider le gouvernement français ou de ce que peut décider le chef de l'État français, en Algérie, il est pratiquement interdit d'émettre une quelconque remarque, une quelconque critique envers le pouvoir, envers le chef de l'État et envers justement les dignitaires algériens. Donc, il y a comme un déséquilibre. Vous nous sollicitez à donner un point de vue sur un certain nombre de choses. Nous ne devons pas nous éloigner trop de la source des problèmes, parce que la source des problèmes, il y a les raisons objectives qui ont abouti à cette crise. Et dans cette crise, il y a des manipulations politiciennes et il y a des intérêts qui sont liés notamment à certaines personnes qui ont l'habitude d'avoir un trousseau de clés et qui circulent entre Alger et Paris dans des facilités extraordinaires. Hein. Par contre, les souffrances que subissent les étudiants algériens, des médecins algériens, des citoyens algériens, d'abord chez eux, avant de parler de la difficulté de la libre circulation pour la France ou pour l'étranger d'une manière générale, vous savez, il y a une grande partie des militants politiques algériens à qui on a confisqué leur passeport, dont moi je fais partie. Moi, je suis interdit de quitter ce territoire. Je suis mis dans une cage par le pouvoir algérien pour avoir critiqué le régime algérien. Vous imaginez, ils sont des centaines d'intellectuels, de militants politiques, de syndicalistes, de journalistes qui sont frappés de l'interdiction de quitter le territoire national. Et aujourd'hui, vous me posez à moi la question pour commenter une décision prise par la France d'interdire aux dignitaires algériens, à ces bénéficiaires à ces bénéficiaires spéciaux de tous ces avantages. Je ne peux que considérer cette mesure comme étant une mesure qui concerne le pouvoir algérien et pas l'Algérie. Aujourd'hui, nous devons distinguer entre les problèmes qui relèvent des avantages qui sont accordés à une catégorie d'Algériens qui ont la facilité de déplacement, la facilité de transférer l'argent, de s'investir là-bas et ici, d'avoir toutes les clés à toutes les portes, et nous, les Algériens, qui sommes dans des situations, dans des conditions difficiles. Bien que, lorsqu'il s'agit de la prise de position contre notre pays, contre l'histoire de notre pays, contre les intérêts de notre pays, par des courants politiques, et nous avons la certitude que ça se passe au niveau des combats politiques, nous ne pouvons que défendre notre pays, les intérêts de notre peuple, l'histoire de l'Algérie. Nous sommes fiers de notre pays, d'appartenir à ce pays. Mais de là à confondre les intérêts des peuples avec les problèmes liés à des avantages particuliers qui sont accordés les uns aux autres et notamment aux gens qui ont justement ces avantages de la libre circulation en France, je pense, nous les citoyens, nous les militants,
plus besoin de la clarté, de la clarification, de la transparence. Nous voulons connaître qui sont ces gens qui ont ces avantages. Nous voulons avoir des listes de ces Algériens qui bénéficient des soins à l'étranger, alors que d'autres Algériens, ils souffrent dans le pays. Nous voulons avoir la liste des gens qui ont des investissements à l'étranger, notamment en France, parce que les Algériens, les Algériens ordinaires ne peuvent pas le faire. Nous voulons avoir les gens qui ont des biens en France et qui se sont permis d'acheter dans des lieux luxueux en France. C'est tout cela qui doit être tiré au clair. Et personnellement, je souhaite que toute cette escalade, toute cette crise puisse aboutir à plus de transparence pour que les uns et les autres sachent finalement qui est responsable de cette situation, où sont les intérêts des peuples et où sont les intérêts des personnes qui se cachent derrière les pouvoirs, derrière... Donc aujourd'hui, pour moi, je ne peux que regarder ce qui se passe avec un double sentiment. Le sentiment de défendre mon pays lorsque je sens que l'Algérie est attaquée autant que pays, autant que nation, autant que histoire, mais je ne peux que, applaudir toute idée, toute décision qui va dans le sens de rendre transparentes les choses qui se passent entre les dignitaires du pouvoir et les administrations, qu'ils soient avec les Français ou avec les Italiens ou avec d'autres pays. Très bien. Karim Tabou, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que si vous pouvez rester un peu plus avec nous dans cette émission. Le sujet est très important et on apprécie donc votre apport aussi par rapport à cette question qu'on est en train de poser ce soir, la relation donc entre l'Algérie et la France. Je pense qu'on a été rejoint aussi par Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous via Skype depuis Londres. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Adel Khalef, c'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci beaucoup, Adel Khalef. Adel Khalef, le torchon brûle entre Alger et Paris. Ces mesures qui ont été prises par les autorités françaises, restrictions de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Pour l'instant, on ne sait pas il s'agit de qui, quand est-ce que ces mesures ont été prises, mais on peut revenir par exemple sur la une du matin. Il y a exactement, je pense, 2 semaines de ça ou 10 jours, le matin qui a titré, nos amis de la régie, donc le matin que vous êtes en train de voir, Abdelaziz Khelaf, ancien chef de cabinet de Tebboune, refoulé de Paris. Il y a donc le 14 février passé. Donc vous êtes en train, Abdelaziz Khelaf, ancien chef de cabinet de Tebboune, refoulé de Paris. L'information n'a pas été confirmée par les autorités françaises, mais plusieurs sites d'information ont repris donc cette information sans qu'elle soit confirmée par les autorités françaises. Mais aussi, puisque Karim Tabou a parlé aussi donc des personnes du régime algérien ou des responsables algériens qui bénéficient donc des passeports diplomatiques. Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, a parlé de cette question, donc les accords de 2007 entre le ministre des Affaires français, donc des Affaires étrangères français, Kouchner et Meddelsi. Les accords de 2007 entre Kouchner et Meddelsi. On l'écoute. De lettres Kouchner-Meddelsi, donc entre les deux ministres des Affaires étrangères, et cet échange de lettres exonère de visa tous les détenteurs de passeports diplomatiques. Du côté algérien, vous avez les passeports diplomatiques, ils sont distribués aux diplomates, aux officiers, aux militaires et à leurs familles, aux hommes politiques, donc au système. Et donc ces gens-là peuvent venir en France sans visa
et faire toutes leurs affaires financières ou autres en France. Donc, si on ne veut pas dénoncer l'accord de 68, un premier signal serait de mettre fin à cet échange de lettres de 2007. Et je me souviens que un militaire qui devait être à la direction des relations internationales du ministère de la Défense au Tagarin, la veille de son départ en retraite, il s'est fait faire un passeport diplomatique pour pouvoir bénéficier de Voilà, donc ces déclarations de l'ancien ambassadeur français à Alger, Xavier Driancourt. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette situation, ce développement de cette relation entre Alger et Paris? Est-ce qu'on est au point de non-retour par rapport à cette relation entre Alger et Paris, et comment peut-on lire ces mesures de restriction qui ont été prises par Paris? Bonsoir. Moi, je crois que nous avons atteint un point, une situation qui est totalement inédite. Même s'il y a des gens qui viennent sur votre antenne oser défendre la cause de l'État algérien, spécifiquement de la présidence et du gouvernement, ceci serait typiquement de la purissime malhonnêteté intellectuelle. Nous n'avons jamais, au grandissime jamais, atteint un tel niveau de dégradation de notre image, de notre grandeur, un pays qui a une histoire aussi extraordinaire que l'Algérie. Nous sommes les dignes héritiers de grands seigneurs comme l'Arbi Ben Hidi, Zirot Youssef, Dédouche Morat, et je ne pourrais en nommer autant. Nous sommes aujourd'hui arrivés au point où des officiels algériens qui travaillent pour notre État, pour notre République, qui sont interdits de séjour. Je ne sais pas si les gens réalisent la gravité de cette situation. Notre diplomatie n'a jamais été aussi médiocrissime. Notre gouvernement n'a jamais été faible. Notre État n'a jamais été fragile que depuis l'arrivée du président Abdelmejid Tebboune. Non seulement nous cumulons les crises diplomatiques, mais maintenant nous commençons à cumuler les scandales. Imaginez-vous, monsieur, Bladna, Doula Ta'na, notre État, des dignitaires de notre État, porteurs de titres officiels, sont interdits de séjour. C'est vous dire à quel point la République algérienne, à travers ceux qui la gouvernent aujourd'hui, notre grandissime République, a été clochardisée. Je suis scandalisé. Il est impossible de faire pire que cette caste qui est au pouvoir aujourd'hui. Je ne sais plus comment m'exprimer. Je suis démuni de vocabulaire. Warrakum ya Ben Yahya, Warrakum ya l'Akhdar Brahimi, Warrakum les seigneurs de l'Algérie. Notre pays ne peut pas être pire, dans une pire situation qu'aujourd'hui. C'est terrible. Mais aussi le ministre des Affaires étrangères, Adel Khalef, il propose aussi des restrictions de délivrance de visas à l'échelle européenne. Il veut aller plus loin qu'à l'échelle française. On a vu. Oui, mais. تفضل عاد. Non, تفضل كمل la question تاعك خويا العزيز.
Et la question que je voulais poser aussi, comment peut-on faire le parallèle par rapport à la crise qu'on a vécue avec l'Espagne? Parce que Karim Tabou a parlé de l'original de cette crise. Qu'est-ce qui a poussé qu'on est arrivé à cette situation de crise? Bien sûr, pour beaucoup d'observateurs, c'est le changement de position de la France vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Alors que en 2022, on a vu la visite d'Emmanuel Macron, le président français, arriver à Alger avec presque la moitié du gouvernement français, presque 16 ministres. On parlait d'une relation exceptionnelle et 2 ans après, la situation donc s'est détériorée. Pourquoi, d'après vous, en ce moment, la relation avec l'Espagne se normalise, revient donc le plus normalement possible, et on n'a pas vécu ça avec l'Espagne, et pourtant l'Espagne n'a pas changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Oui, mais Monsieur Nassar, nous revenons encore une fois à la même texture et à la même substance du sujet. Vous m'évoquiez à l'instant le cas de l'Espagne. Monsieur, je tiens à faire rappeler à votre très aimable attention et souvenance. Il y a je ne m'en rappelle plus, nous avions évoqué le cas du problème de l'Algérie avec l'Espagne. Alors, l'Algérie a un problème avec l'Espagne parce que l'Espagne n'accepte pas la position, parce qu'Alger n'accepte pas la position de l'Espagne laquelle cette dernière s'exprime en faveur de la marocanité du Sahara occidental, etc., etc. Et puis bon, une année après, 1 an et demi après, ce n'était qu'un feu de paille au final. La situation revient le plus normalement du monde. Les transactions économiques vivent, etc., etc. Mais comme vous l'avez si bien clairement évoqué, l'Espagne n'a pas changé de position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelques personnes dans la présidence algérienne qui ont un problème de pulsion, qui ont un problème personnel, parce qu'un pays qui s'exprime pour la marocanité du Sahara occidental, on exprime sa petite colère par-ci par-là, sa petite irrationnelle, alors qu'en réalité, quand on se pose la question, l'Algérie, excusez-moi, j'exclus le grand peuple magnifique algérien, je ne parle que de ce groupe d'incompétents interstellaires de la présidence algérienne. Ils savaient très bien depuis longtemps que l'Espagne et surtout que la France allaient s'aligner sur la marocanité du Sahara occidental. C'est un sujet qui est vide de substance, de matière. C'est un fait accompli. Nous sommes dans une hypocrisie qui n'en dit pas son nom. Maintenant, allez demander à la présidence algérienne d'exprimer cette colère, soi-disant une petite colère, parce qu'ils n'ont pas la dimension diplomatique internationale pour exprimer la colère. Allez leur dire d'exprimer cette colère avec Washington. Ah non, on ne bouge pas avec Washington, parce que c'est le grand patron. Parce que, et en plus, Washington a bien exprimé sa position du Sahara occidental. Quand Washington parle, quand la première puissance mondiale parle, c'est tout le monde à plat ventre du côté d'Alger. Plus personne ne parle, plus personne ne respire, plus personne ne dit un mot. Mais quand c'est la France, parce que nous avons des petits disons, vous savez, allez, je les mets au défi. Vous voulez nous montrer votre compétence diplomatique? Allez me ramener le canon Ben Berzouk. Ramenez-moi les crânes qui sont exposés au musée de l'homme. Ramenez-les si vous êtes vraiment de grands diplomates. Ce sont des incompétents. Nous sommes dans un jeu du chat et la souris. Dans le deep state, j'ai toujours dit, c'est un mariage improbable et un divorce impossible.
il y a des intérêts communs qui sont, chacun fait des petites concessions par-ci par-là. Il y a des crises exprimées du côté de Paris, il y a des crises exprimées du côté d'Alger, mais là, la décision de Paris d'interdire de séjour des dignitaires algériens et de surcroît en poste, c'est une insulte à la République, c'est une insulte à la grandeur du peuple algérien. Monsieur, nous n'avons jamais été gouvernés par une équipe aussi incompétente. Ils ont clochardisé l'Algérie. Je suis scandalisé. Très bien. Restez يعطيك صحة عادل خالف. بارك الله فيك. On va donner la parole à Jamaldine Benchenouf. Jamaldine Benchenouf, avant de vous donner la parole, on va juste d'abord voir la une du Parisien. Donc aujourd'hui, si c'est possible, voilà. Faut-il acter le divorce? Accord franco-algérien, faut-il acter le divorce? La une du journal Le Parisien. Mais on va revenir aussi sur cette question du Sahara occidental, puisque Ahmed Tebboune avait donc été interviewé donc par le journal L'Opinion, le journal français, et il a déclaré ceci. Donc Ahmed Tebboune, sur le Sahara occidental, j'ai prévenu le président Macron, vous faites une grave erreur. Voilà. Jamaldine Benchenouf, quand on voit que pour beaucoup d'observateurs, cette crise qu'il y a entre Alger et Paris a été initiée d'abord par cette position de la France qui a changé vis-à-vis donc du dossier du Sahara occidental. Alors que de l'autre côté, on a vécu presque la même chose avec l'Espagne et maintenant, ces derniers temps, on est en train de revoir donc une normalisation des relations avec l'Espagne, la visite même du ministre de l'Intérieur algérien à Madrid ces jours-ci. Pourquoi donc d'un côté, on est en train de normaliser avec l'Espagne après donc une situation de crise, l'Espagne qui a changé sa position aussi vis-à-vis du dossier du Sahara occidental et qui n'a pas changé de position alors que on est en train de normaliser la relation donc avec l'Espagne et de l'autre côté la France, qu'il y a donc ce développement de situation inédit par rapport à cette relation entre Alger et Paris. Comment peut-on expliquer ça, cette situation, Jamaldine Benchenouf? Qui permet justement de poser des données qui permettent de faire une véritable évaluation, qui permettent une distanciation nécessaire, une nécessaire distanciation pour justement pouvoir avoir une vision claire. C'est tellement mélangé, c'est tellement sens dessus-dessous, avec des gens qui sont à la barre côté algérien, qui sont tellement brouillons, tellement incompétents, tellement dans l'improvisation, tellement dans le coup de sang, dans l'hystérie, qu'il est difficile qu'une chatte puisse retrouver ses chatons. Alors, je reviens à ce que vous êtes en train de dire, Nasser. L'affaire entre la France et l'Algérie a commencé avec cette déclaration, cette lettre de M. Macron au roi du Maroc pour lui affirmer qu'il soutenait la thèse marocaine sur la question sahraoui. Ça a mis le feu aux poudres et d'ailleurs Tebboune nous a appris par la suite qu'il avait été mis au courant par M. Macron avant la publication de cette fameuse lettre et que Tebboune lui avait dit vous n'allez rien gagner avec le Maroc, mais nous, vous allez nous perdre. Or, quand on dit quelque chose comme ça, on ne recule pas. Il fallait aller vers la rupture. Pourquoi après tout faire pour essayer de rabibocher au moment où la France est en train de se montrer complètement intransigeante, y compris lorsque le ministre français des Affaires étrangères avait dit qu'il était prêt à se rendre en Algérie pour essayer de rabibocher un peu les choses. Alors, l'Espagne avait fait
avait été dans la même dynamique, dans la même déclaration d'intention, dans la même reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Et à l'époque, Tebboune avait fait tout un foin, l'avait rappelé l'ambassadeur, il a lâché toute la presse. Et là, c'est Rabi Bouchage. Vous voyez un peu, c'est pas un régime qui a les moyens de son outrance et de sa mégalomanie. L'Italie, maintenant que le régime... je vous ai coupé la parole. On va rester un peu sur l'Espagne. Je vais vous laisser parler de l'Italie. Puisque vous êtes en train de parler de l'Espagne et des déclarations de Majid Tebboune, on a une petite vidéo. J'aimerais passer cette petite vidéo, donc ces déclarations d'Amajid Tebboune contre l'Espagne. Et là, ces déclarations coïncidaient bien sûr avec le changement de position de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental. On l'écoute à Majid Tebboune. اسبانيا ما خصهاش تنسى الى يومنا هذا مسؤوليتها ما زالتش من الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا. ما لازمش يتخلوا عن المسؤوليه التاريخيه نتاعهم في هذا الظرف هذا. المطلوب منها هي تراجع نفسها تطبيق القانون الدولي. ده هو سيتو. كان جاوا اصدقاء كما كنا احنا دارين اصدقاء فالحكومه مش اسبانيا. نواصل مسؤوليتنا في تموين بالغاز وما ندخلش هالامور في متاهات سياسيه. تستمر الجزائر في تمويل اسبانيا بالغاز. وحتى كانت فيه زياده بعد الطلب تاعهم زدناهم ما يهمش. انا اعتقد ان الغاز ما يستفادش منه سانشيز، يستفاد منه الشعب الاسباني. الدولة الاسبانية عندنا معها علاقات طيبة. وكانت فيه قرب يعني كيما ايطاليا كيما كذا. رايش الحكومة تخلى على كسر كل شيء. Voilà, donc je vous rends la parole, Jamaldine Benchenouf. Les déclarations de Tebboune sont très claires. On doit appliquer le droit international. Alors que l'Espagne, jusqu'à maintenant, elle n'est pas revenue en arrière par rapport à ce changement de position. Justement, et pourtant le régime algérien, lui, est revenu en arrière sur cette déclaration tonitruante. Là, ils sont quasiment tous en train de se replier de la France vers l'Espagne, croyant que maintenant que le temps des fuites organisées va peut-être arriver, qu'ils vont être démasqués, que la situation, le roi va être nu. Ils sont en train d'essayer de passer en Espagne après avoir fait tout ce foin avec l'Espagne. Mais je voulais parler de l'Italie aussi, Nasser, parce que ce gouvernement qui est dans une sorte de schizophrénie, qui n'a pas une véritable vision, une vision globale des échanges, qui ne sait même pas que l'Europe, les pays, les membres de l'Europe ne peuvent pas être divisés par un petit régime comme celui-ci qui investit sur l'un, sur l'autre, contre l'un, contre l'autre. Comme en Italie, par exemple, lorsqu'il a rencontré Madame Meloni, qui lui a demandé s'il ne pouvait pas faire quelque chose pour juguler un peu le débit des Harraga vers l'Italie, M. Tebboune a promis. Et nous savons tous en Algérie, et ceux qui connaissent la situation des Harraga, que le flux des Harraga vers l'Espagne, depuis l'ouest du pays, et de l'Italie, depuis l'est du pays, étaient à peu près égaux. Les flux étaient égaux, à peu près, Italie et Espagne. Depuis que M. Tebboune a promis à Meloni qu'il allait faire son possible, il n'y a plus de migration vers l'Italie quasiment. Très, très peu qui échappent vraiment aux gardes de garde-côte, alors qu'au côté espagnol, c'est les gardes-côtes qui laissent passer. Et qui même, bon, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, l'histoire a éclaté depuis que M. Macron donc a averti, a publié la lettre qu'il avait envoyée au roi du Maroc. Or, je rappelle quelque chose. L'Algérie, sur un plan international, sur un plan diplomatique, sur un plan de coopération, sur un plan tout ce qu'on veut,
a toujours déclaré qu'elle n'était pas partie prenante de la question sahraoui. Elle a toujours dit l'affaire de le Sahara, c'est entre le Maroc, partie occupante, et Sahara, partie occupée. L'Algérie n'est pas nous. Tout ce qu'on fait, c'est soutenir un peuple conquis, occupé, et lui accorder le droit d'asile en lui permettant d'envoyer ses réfugiés à Tindouf. C'est tout. Et la meilleure preuve, c'est que M. Tebboune et le régime d'une façon générale ne s'est offusqué en rien des mêmes prises de position et parfois beaucoup plus poussées que la France, par exemple l'Espagne, par exemple l'Allemagne, les États-Unis, l'Égypte, tous les pays frères quasiment, qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Mais M. Tebboune n'a rien fait. Pourquoi alors la France, c'est sa deuxième épouse, pourquoi ne pas pratiquer le même tollé, la même indignation à l'endroit de tous ceux qui ont reconnu la marocanité du Sahara? Autre chose. Est-ce que la question que vous posez, Jamel Din, est très importante et pertinente? Est-ce que vous pensez aussi que cette question est utilisée en France, aussi en Algérie, pour des fins politiques intérieures? Parce que ça dépasse la diplomatie, puisque vous posez la question. Pourquoi avec la France et pas avec d'autres pays? Oui, parce que le fonds de commerce mémorial, la France est toujours désignée comme l'ennemi. Mais dans le même temps, on lui demande d'être l'ami par excellence par rapport à tous les autres. On lui demande d'être plus ami avec l'Algérie que l'Égypte. On lui demande plus ami que les Émirats, plus ami que l'Arabie Saoudite, plus ami que l'Allemagne, plus ami que tous ceux qui ont les États-Unis. Or, c'est pas possible. Mais le problème, Nasser, le problème moral, le problème éthique, le problème qui révulse n'importe qui a un minimum de dignité et qui ne se laisse pas aller dans des jugements hâtifs et péremptoires. Le problème, Nasser, c'est que ce régime qui dit soutenir par principe, c'est l'un des principes de la révolution algérienne, tous les peuples occupés, tous les peuples opprimés. D'accord, c'est excellent, c'est très bien, ça nous honore. Mais un peuple qui soutient les autres peuples opprimés alors qu'il opprime son peuple, alors qu'il tue son peuple, alors qu'il interdit une dynamique vérité et justice pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé dans les années 90. Si c'est les islamistes, on va le savoir. Si c'est le régime, on va le savoir. Pourquoi s'est-il opposé, lui qui dit qu'il est contre l'oppression des peuples? Comment un peuple qui opprime un gouvernement, un régime, qui opprime son peuple, qui le tue, qui le torture, qui le viole, qui le déplace? Il y a eu 1 million de déplacés. Il y a eu 20 000 personnes enlevées de chez eux, et là, ce n'est pas le terrorisme, parce qu'elles ont été enlevées à l'intérieur des villes, par des gens qui ont été identifiés. Moi, je connais un militant qui a des dizaines de photos de voitures qui ont procédé à l'enlèvement. Comment un régime pareil, il peut se permettre de soutenir des peuples opprimés? Et enfin, j'en aurais fini, je sais que les amis attendent Nasser. Très bien, très vite, Nasser. Très vite. On nous dit c'est la République, après tout, M. Tebboune est élu. Non, monsieur. Il est élu légalement, c'est vrai, parce que la Constitution ne prévoit pas. S'il y a, par exemple, ils étaient 3. Si le premier avait eu 98 voix, et 98, ça veut dire tout le peuple, sur les 23 millions d'électeurs, il n'y aurait eu que 300 à voter. Ngoulou Tebboune, il a eu 102, ou le Khorein, 99. Ngoulou, voix, c'est tout. 300 personnes ont voté. Tebboune est élu légalement. Mais moralement, on ne peut pas, d'un président qui, pour le premier mandat, a été désigné par le chef d'état-major de l'armée et qui est passé Bsif al-Shab ou Bsif al-Irak, et que dans un deuxième mandat, dans des élections qui n'ont mobilisé que 10% de l'électorat.
Dixit, le propre journal à qui il a accordé l'opinion. L'opinion. Alors, on peut pas se prévaloir d'être un homme fort, d'être l'homme fort d'Algérie. C'est l'homme fort des clans. Et encore, c'est l'homme fort par défaut, parce que la plupart des décideurs sont en prison et que l'autre moitié, qui appartient à la même Aïsaba, au même gang, sont en train de grappiller, de sucer à la mamelle de la présidence. C'est pour ça qu'il est l'homme fort. Sinon, il n'est fort en rien, M. Tebboune. Et l'avenir va nous le dire très bientôt. Très bien. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. On va donner la parole à Gamal Abina. Gamal Abina, on va écouter d'abord ces déclarations de François Bayrou, donc le Premier ministre. Le soundbite n'est pas, la vidéo n'est pas prête. On est en train de me dire, alors arrête nos amis de la régie. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette situation? D'un côté, on est en train de monter en crescendo par rapport à cette relation avec la France, de pire en pire, des médias qui parlent de rupture, comme la une donc du Parisien. Et de l'autre côté, on revient à la normalisation avec l'Espagne, alors que l'Espagne n'a pas changé de position. Sa position par rapport donc au Sahara occidental. Elle n'est pas revenue en arrière par rapport à sa position. Pourquoi donc d'un côté on est en train de revenir à la normale avec l'Espagne et de l'autre côté on est en train donc d'accentuer cette crise entre Alger et Paris? J'ai entendu beaucoup de choses là qui m'ont paru assez lunaires, on peut le dire. D'abord, ça a commencé par des arguments d'autorité. Si on n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'on est de mauvaise foi. Bon, bref. Ça, je passe dessus parce que c'est tellement énorme que j'ai pas du tout apprécié. Donc, on serait de mauvaise foi si on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est hallucinant. On a des positions, on les défend. Alors, plusieurs aspects. D'abord, je suis étonné que personne ne s'offusque de voir que l'extrême droite est très très puissante et que c'est elle qui donne le là. Je suis très étonné de faire semblant de ne pas le voir. 44% aux élections, un Retailleau qui a des propos d'extrême droite en parlant de dégradation ethnique, je le rappelle, son propos. Un Retailleau qui parle immédiatement des accords de 68, très offensif. Je rappelle que c'est eux qui ont entamé l'offensive et pas le contraire. Et que l'Algérie, jusqu'à présent, elle a fait le dos rond. Elle ne s'est pas trop énervée. Ensuite, j'ai entendu dire que l'Algérie est un pays qui ne serait pas capable de faire face, que ce serait une honte diplomatique, ce qui est ridicule. Est-ce qu'Israël n'est pas une honte diplomatique aujourd'hui? Elle n'a pas le droit de mettre les pieds en France. Bah oui, il y a des poursuites. Est-ce qu'Israël n'est pas une honte diplomatique vu le massacre qu'ils ont fait à Gaza? Bah oui, ça aussi c'est une honte diplomatique. Donc il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Entre les provocations de certains ministres français, non pas le chef de l'État pour le moment, et puis l'extrême droite qui tire à boulet rouge, je le rappelle quand même, Le Pen qui a quand même dit des choses extrêmement sales. Pourquoi personne sur le plateau n'est capable de rappeler à quel point l'extrême droite est sale, est à la manœuvre? On cherche à charger le gouvernement algérien qui pour l'instant ne fait que répondre de façon très mesurée, je trouve. Et l'extrême droite, par contre, elle peut verser le vœu, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a parlé des questions de l'Espagne, vous avez évoqué ça, le Sahara occidental, et on a dit que l'Algérie n'était pas une grande nation parce qu'elle ne va pas taper sur Washington. Non mais qu'est-ce que fait Macron actuellement aux États-Unis? Il tape sur Washington? Macron se couche devant la puissance comme tout le monde entier parce que Washington, c'est les armes nucléaires comme les Russes d'ailleurs. Donc il est logique que les États soient obligés de louvoyer, soient obligés de manœuvrer. On n'attaque pas un grand État comme un petit État, c'est évident. Mais qui penserait le contraire? Il faut être stupide pour dire un truc pareil. Ensuite, il y a autre chose. L'Espagne, pourquoi est-ce que la position a changé? Je rappelle que l'Espagne, qui est l'ancienne puissance tutélaire du Sahara occidental, donc elle a une responsabilité directe quand elle a quitté en 75, que la France, qui est l'ancienne puissance tutélaire du Maroc, puisqu'elle était dans un protectorat jusqu'en 56, ont une co-responsabilité. C'est pour ça que ceux-là sont plus graves. La France doit répondre du principe du droit international. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a tordu le droit international puisque l'ONU ne reconnaît pas cette souveraineté. Donc c'est vrai que d'interroger ces pays par rapport à ces questions-là, ça se pose comme question. L'Espagne a changé de position du jour au lendemain. Alors c'était pas attendu, c'est pas vrai. Gamal Abina, il n'est pas revenu sur sa position. Elle n'est pas revenue. On va y arriver. L'Espagne n'est pas revenue sur sa position, mais l'Espagne a fait une chose quand même assez importante. D'abord, elle a une position honorable sur la Palestine et l'Algérie a la même position. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, les coups de froid dans les relations internationales, ça arrive tout le temps. C'est pas une nouveauté. On a l'impression que l'Algérie est une exception dans la règle. C'est pas vrai.
Tous les États ont des coups de chaud et de froid. Ça arrive. Il y a des moments où ça se passe mal et puis après ça se calme. C'est ça que sert la diplomatie. Et je ne crois pas que la diplomatie algérienne soit critiquable là-dessus. C'est quand même extraordinaire. Il faudrait qu'on soit embrouillé avec l'Espagne pendant des siècles. C'est l'Espagne qui a demandé à ce que la relation revienne saine. C'est l'Espagne qui a demandé à ce que le gaz revienne normalement. C'est l'Espagne qui demande à ce qu'il y ait un retour effectivement des investisseurs parce que les hommes d'affaires espagnols étaient en difficulté et que les Algériens effectivement étaient aussi de l'autre côté en difficulté. Il y a une logique là-dedans qui participe. Je rappelle qu'aujourd'hui l'Algérie a un problème avec évidemment le Maroc malheureusement. Avec la France c'est évident. N'a plus de problème avec l'Espagne, n'a pas de problème avec l'Italie, n'a pas de problème avec l'Allemagne, tout se passe bien. La plupart des pays dans le monde, ça se passe bien, que ça commence à s'améliorer en Afrique subsaharienne, malgré tout, avec le Niger. Je rappelle que l'Algérie fait un travail, comme tous les pays, de relations internationales qui vont et vont moins bien, ça arrive tout le temps. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, c'est ça qui me choque sur votre plateau, il n'y a pas une personne, c'est ça qui est incroyable, qui est en train de dire l'extrême droite est là, en train de foutre la pagaille. Je vous rappelle que quand l'ancien ambassadeur de France, qui a des grosses casseroles en vérité, parce que c'est quand même très grave ce qu'il dit, monsieur s'autorise, alors que avant le Hirak, ça ne dérangeait pas l'Algérie. Hein, la corruption, ça, c'est pas un problème. Après le Hirak, il se met à attaquer à l'Algérie, personne ne dit rien. Eh bien, ce monsieur-là, il a quand même dit une chose incroyable. Il a rejoint l'extrême droite. Il fait même pas semblant les conseils du Rassemblement national. Personne n'en parle. On a l'impression que l'Algérie, c'est le seul responsable. Non. Je n'accepte pas ça. Aujourd'hui, l'extrême droite crasse qui s'est fondée sur l'Algérie française, je rappelons quand même cette réalité, en 72, a toujours cette nostalgie de l'Algérie française. Quand on dit, soi-disant, qu'il y a quand même, je rappelle que les Algériens ont une responsabilité vis-à-vis de la diaspora algérienne qui est en France. On estime entre 4 et 6 millions. S'il y a une rupture totale avec la France, et ça a été dit tout à l'heure, eh ben ça veut dire une rupture totale avec sa diaspora. Ça n'a aucun sens de dire ça. Il faut être un peu sérieux. Dans l'opinion, M. Tebboune a dit à M. Macron, nous tendons la main à M. Macron. Pas à ces ministres incompétents et trop jeunes pour de toute façon faire le travail. Pas au ministre de l'Intérieur, il n'a aucune responsabilité et il n'a rien de droit de dire sur les relations internationales. Lui, il nous parle de ses problèmes internes avec des OQTF, mais c'est quoi cette blague-là? Comme s'il n'y avait que les OQTF algériens, c'est sérieux? Je comprends pas qu'on soit comme ça. Il faut quand même être un petit peu sérieux. On défend l'Algérie. Qu'on soit opposant ou pas, là, c'est les fachos qui attaquent l'Algérie. Il faut quand même être sérieux. Moi, je me suis embrouillé avec Alain Soral, par exemple, parce que anti-algérien de base. Il y en a qui avaient la sympathie pour lui. Moi, j'avais une détestation parce que je l'ai lu, Alain Soral. Je sais ce qu'il y a dans sa tête de colonialisme fasciste. Mais là, je finis, c'est important. On a du Le Pen en face de nous. On a du Retailleau en face de nous. On a du Driancourt en face de nous. On a des gens qui sont extrêmement violents. Je vais bien être gentil, mais quand même que quelqu'un sur le plateau commence à dire, effectivement, en face, il y a des agresseurs. C'est quand même incroyable. Qui a ouvert les hostilités? C'est les Algériens. Les Algériens ont dit à monsieur Tebboune a dit à monsieur Macron, vous faites une erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas le droit international. La France est signataire de cette fondation de l'ONU, je le rappelle. La France est membre du Conseil de sécurité permanent. Elle a donc un devoir de calmer les tensions et de retrouver le chemin de la raison. Il n'avait pas besoin d'aller aussi loin avec le Maroc. Il suffisait d'établir des relations effectivement économiques, diplomatiques, il n'y a pas de problème, c'est normal, mais pas aller jusqu'à enfreindre ses propres principes onusiens. Donc c'est ça qui pose problème. Pourquoi personne sur le plateau ne dit rien sur la partie adverse? Là, je comprends plus. Gamal Abina, peut-être vous êtes en train de parler de l'intervention de Karim Tabou. Karim Tabou qui a précisé pas Karim Tabou, non. On va lui donner la parole, mais Karim Tabou, il vous dit qu'il a précisé que quand il s'agit de l'Algérie, nous sommes là. Nous sommes là à défendre notre pays. Mais là, il s'agit des mesures qui ont été prises par la France. Il s'agit d'une certaine catégorie des Algériens qui sont au pouvoir. On parle de dignitaires, de leur famille, entre guillemets, et ces dignitaires n'ont pas le droit d'avoir tous ces droits ou tous ces acquis, Gamal Abine. Vous croyez que les militaires américains n'ont pas... Tous les pays ont une bourgeoisie qui a des passe-droits. Ça, c'est pas une nouveauté. Il n'y a pas une spécificité algérienne. Ensuite, je rappelle qu'on parle de relations diplomatiques, de passeports diplomatiques. Ils ont parlé de limiter la circulation des diplomates et pas seulement des dignitaires. Là, on passe par le baratin du dignitaire pour faire croire que, soi-disant, il y aurait une cible, soi-disant, spécifique. C'est un mensonge. Ils ont parlé des diplomates. Il faut revenir un petit peu au vrai terme. Moi, j'ai pas de problème avec l'idée selon laquelle il y a des tensions avec les États et qu'il faut trouver une solution pour apaiser les tensions. J'ai plus de mal avec l'idée qu'il faut que les Français tentent de convaincre le reste de l'Europe et ils ne sont pas convaincus. Il faut être très sérieux. Je veux dire, on va me dire l'Europe c'est un seul bloc, c'est faux. Je veux dire, l'Italie ça se passe très très bien, l'Espagne aussi aujourd'hui, la même. Bref, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Les Français veulent convaincre les Européens de les rejoindre dans leur croisade, j'ose le mot croisade, anti-algérienne. C'est pas une question dignitaire. J'ai été contrôlé à la sortie de l'aéroport, je suis pas dignitaire.
Ils nous ont bloqué à la sortie de l'aéroport, un contrôle délirant à la sortie de la passerelle de l'avion. J'avais jamais vu ça. Après, ils ont arrêté parce qu'il y a eu un rappel des responsables consulaires français. Ils ont rappelé l'ambassadeur, plutôt pour être très précis. Mais je veux dire, il y avait des pressions qui étaient réellement faites par rapport aux Algériens, donc aux Algériens lambda. On était tous à la même enseigne. Donc là, il y a un problème. J'aimerais entendre sur ce plateau quand même que l'offensive d'extrême droite, qui malheureusement donne le là aujourd'hui, on sent bien que l'extrême droite souffle à l'oreille du ministre de l'Intérieur, par exemple. Je rappelle que c'est Driancourt qui avait demandé, qui a suggéré de limiter la circulation des diplomates. Il a bien dit diplomates, pas dignitaires. Et que Retailleau derrière a dit nous limiterons la circulation 3 jours après des diplomates. Il faut revenir un peu en arrière et se rappeler comment ça s'est passé. Cette fameuse lune de miel de 2022 a été littéralement saccagée par des sorties hasardeuses verbales du président de la République, malheureusement M. Macron. Effectivement, la Roque Mémorial et toutes ces stupidités qui sont dites. Et puis à côté de ça, par ce choix fantaisiste, parce qu'il veut revenir en Afrique en passant par la voie du Maroc. Il l'a dit, M. Macron, il ne ment même pas là-dessus. Il dit, nous allons revenir par le Maroc en Afrique. Il a raison de faire ce travail-là, puisqu'il défend les intérêts français. Mais en même temps, il n'a pas fait de la bonne façon. Il aurait mieux fait de jouer les doubles cartes, l'Algérie et le Maroc. Et ça, malheureusement, on ne peut pas considérer que, ce que vous dites en substance, que ce serait une élite algérienne qui aurait des avantages. Ils ont parlé tout simplement des diplomates. Après, les dignitaires du monde entier circulent comme ils veulent, et ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs par l'opposant M. Tabou. Effectivement, vous passez par l'Italie, par l'Espagne, il n'y a pas de Schengen, c'est fini. Si vous rentrez dans une frontière européenne, vous rentrez en Europe. Donc ça n'a aucun sens. Ce sont des coups d'épée dans l'eau. Par contre, je ne sous-estime pas l'offensive, elle, médiatique qui est violente. Je ne sous-estime pas les médias français qui tirent à boulet rouge et qui disent des choses extrêmement sales. J'ai d'ailleurs une pensée pour M. Apathy, qui a dit une chose, et je rejoins totalement ce qu'il disait. L'Algérie a subi des Ouradour-sur-Glane une fois par semaine. Je vais encore plus loin. Et il a dit, non, c'est pas les nazis qui ont inspiré les Français, c'est le contraire. Les Français ont inspiré les nazis, parce qu'évidemment, c'était avant, quand ils ont fait la conquête de l'Algérie. Et je rappelle encore plus, je vais encore plus loin, quand les nazis vont prendre la Pologne, le gouvernement général de Pologne, de Hans Frank, donc c'est celui qui s'occupait de la Pologne, a choisi le terme gouvernement général en faisant référence directement au gouvernement général d'Alger que les Français occupaient. Donc il y a quand même un lien colonialiste entre ces deux nations, non pas les finalités et la barbarie coloniale des nazis, mais tout de même, on a quand même un lien colonialiste qui est évident. Et bien ça, Jean-Michel Apathy est poursuivi parce qu'il a dit une chose qui est malheureusement pour eux une vérité historique, c'est vous dire le niveau de haine qui a été développé dans certains médias. Très bien. Très rapidement, Gamal Abina, compte le communiqué donc a été émis par le ministère des Affaires étrangères algérien, et là je cite le communiqué, l'annonce de ces mesures dont l'État algérien n'a pas été informé s'inscrit dans la longue liste des provocations, des intimidations et des menaces dirigées contre l'Algérie. Celles-ci sont de nul effet sur notre pays qui ne cédera pas toute mesure attentatoire à ses intérêts, fera l'objet de mesures réciproques, strictes et immédiates. Qu'est-ce que cela veut dire d'après vous? Quelles seront donc ces mesures qui vont être réciproques du côté d'Alger? La première mesure, c'est que l'Algérie n'a pas besoin des produits français. La France est désindustrialisée, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Ils ont choisi un choix de détruire l'industrie du pays. Donc les produits français sont largement remplaçables par les produits italiens, allemands, espagnols, j'en passe. Ensuite, l'autre mesure, c'est les 14% de gaz que les Français reçoivent de l'Algérie, à un tarif préférentiel tout de même, parce que c'est un vieux contrat. Eh bien, si on coupe le gaz, effectivement, allez trouver ailleurs du gaz moins cher. Il n'y a pas moins cher, il n'y a même pas au même prix, il y a forcément plus cher. Donc c'est une mesure de réciprocité. Mais surtout, si vous voulez faire des histoires, je rappelle un exemple très concret. Cévital, le groupe Cévital de Rebrab. Il a investi en France, donc il a apporté de la richesse en France pour sauver Brandt, pour sauver Moulinex. Il a sauvé des travailleurs français, des Européens. Il a sauvé ces gens d'une banqueroute, puisque le groupe devait être liquidé. Grâce à cet investissement, et il y en a beaucoup d'autres, eh bien, ils ont préservé des emplois en France. Eh bien, ce genre d'investissement pourrait être arrêté. Tout simplement. Il y a plein de moyens, ou alors tout simplement de faire en sorte que tout ce qui est avantage donné à la France pour certains aspects, hein, je parle économique, il y en a quelques-uns, des marchés qui ont été donnés par exemple, eh bien ça pourrait être renégocié. Le monde est vaste. On a les États-Unis qui sont en train d'essayer de séduire l'Algérie, on a évidemment les Russes de l'autre côté, on a les Allemands, on a les Chinois, il y a du monde derrière. Les Français reculent en Algérie parce qu'ils n'ont pas géré bien la relation, et les hommes d'affaires français sont les premiers inquiets parce qu'ils sont quand même le deuxième partenaire algérien. Imaginez cette rupture, ce serait catastrophique pour eux. Et il faut espérer que ça n'arrive pas, évidemment. Restez avec nous, Gamal Abina. Karim Tabou, je reviens vers vous, Karim Tabou. Si vous voulez rebondir, bien sûr, par rapport à ce que vous avez entendu, tfadal si Karim,
Sinon, comment vous voyez les choses évoluer après donc ces mesures qui ont été prises par la France? Enfin, d'abord, juste de petites clarifications. Et puis, lorsqu'on parle de réciprocité, moi, personnellement, j'aurais souhaité que l'Algérie ait une attitude de réciprocité quand il s'agit de la démocratie, quand il s'agit des droits de l'homme, quand il s'agit de la liberté d'expression, qu'on soit réciproque avec le monde qui avance, avec le monde qui a partisans des libertés, partisans de la libre parole, partisans de la modernité, etc. Ce n'est pas le cas. La deuxième est qu'il va falloir clarifier un détail qui, de ce détail découle beaucoup d'incompréhension. Le détail est le suivant. C'est que les autorités algériennes utilisent le double langage, qui est le suivant. Ils ont besoin de produire un discours qui est destiné à l'opinion publique algérienne, donc à toutes ces personnes que le pouvoir espère gagner leur confiance. Et donc, ils jouent beaucoup sur la fibre de la colonisation, des problèmes de la France qui veut nous attaquer, etc. C'est un discours qui est destiné à consommation large au niveau du pays. Et il a un double discours également, un autre standard, un autre discours qui consiste à tout faire, à tenir un discours plus ou moins apaisé lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du pouvoir lui-même. Et ça me pose un problème pour moi. À quel moment faut-il défendre le pays dans ses principes, dans les agressions qu'il subit, et à quel moment arrêter d'avoir le courage de dire ça, ce n'est pas l'Algérie, c'est le pouvoir. C'est les intérêts du pouvoir, ce ne sont pas les intérêts. Karim Tabou, contre Gamal Abina, c'est très important ce que vous êtes en train de dire parce que Gamal Abina a posé cette question, pourquoi personne de vos invités ne défend pas l'Algérie? Non, bien au contraire, nous défendons l'Algérie et nous la défendons d'abord en Algérie contre justement ce pouvoir qui est responsable de notre misère. Karim Tabou? Je pense qu'on a perdu Karim Tabou. Oui, on a perdu Karim Tabou. On va essayer de le recontacter. Nos amis de la régie. On va passer juste cette petite vidéo, Soundbite 7 si c'est possible. Nos amis de la régie. Bayrou, donc François Bayrou, Premier ministre français, qui parle de renégocier tous les accords avec l'Algérie. On l'écoute. Il se trouve que depuis plusieurs années, ces accords ne sont pas respectés sur un des points fondamentaux qui est la réadmission des citoyens algériens qui bénéficient ou qui ont des papiers d'identité vérifiés sur leur sol. Pour nous, il est absolument inacceptable que cette situation perdure. Ce qui signifie que la France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines pour que nous puissions les réexaminer. Et pendant ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue. Voilà, Premier ministre français, donc François Bayrou, qui parle de réexaminer tous les accords avec l'Algérie. Je pense que Karim Tabou est avec nous. Karim, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien. Ah, très bien. On a été coupé, Karim Tabou. Vous avez juste commencé donc à répondre par rapport à la question qui a été posée par Gamal Abina. Pourquoi aucun de vos invités ne défend pas l'Algérie?
Je disais bien au contraire, nous sommes en train de défendre l'Algérie, en Algérie d'abord. Et je veux bien qu'en Algérie puisse émerger un pouvoir politique légitime qui émane de la volonté populaire, qui soit capable justement de porter les intérêts du pays et de les défendre. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, il y a quand même comme un jeu malsain, un jeu pervers même. Vous voyez bien que lorsqu'il s'agit de tenter de vendre, de faire de la surenchère, de faire dans la manipulation politicienne, et on monte au créneau, et on manipule les médias, et on laisse l'agence presse-service, l'APS, diffuser ce discours violent contre la France, et de l'autre côté, on sait très bien comment utiliser les termes doux en direction d'ailleurs de la France, et on va jusqu'à dire que ce n'est pas la France, mais c'est l'extrême droite. C'est-à-dire ce jeu pervers qui consiste à manipuler l'opinion publique locale, mais ne pas perdre ses intérêts auprès de la France en essayant d'utiliser les termes doux, pose un problème justement de la défense de l'Algérie, des intérêts de l'Algérie. Et puis également, lorsque vous entendez les dirigeants algériens, les officiels algériens, ils considèrent que ce qui se passe actuellement est orchestré par l'extrême droite française. Et ils avaient utilisé le même discours lorsque l'Espagne avait changé de position sur la question du Sahara occidental. Les autorités algériennes, officiellement, avaient très clairement dit que ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas la position de l'Espagne, c'est la position du Premier ministre. Et donc, à chaque fois, il y a de la manœuvre. Et lorsque votre invité, notre ami, expliquait que lorsqu'il s'agit de prendre position devant une puissance comme les États-Unis, il faut savoir manœuvrer. Donc, il va falloir un jour distinguer tout ce qui relève de la manœuvre et tout ce qui relève de ces valeurs qu'on prétend porter au niveau de l'action diplomatique. Parce que lorsque l'Algérie prétend défendre la question palestinienne, défendre la question du Sahara occidental, il doit avoir également une position qui est la même autant vis-à-vis des Émirats arabes unis que de l'Arabie saoudite, que des États-Unis, que de la France, que de l'Espagne. Mais on voit très bien que l'Algérie parle peu lorsqu'il s'agit de l'administration américaine. Donald Trump est allé plus loin que la France lorsqu'il avait dit que le Sahara occidental est un territoire marocain, on finit, on ne parle plus. Mais personne n'a trouvé quoi dire. Lorsque les Émirats arabes unis mobilisent des milliards de dollars pour les investir dans la région, mais personne ne trouve quoi dire. Lorsque l'Arabie saoudite, le Majlis, le Ta'aoun al-Khaliji, le Haut Conseil des pays du Moyen-Orient, font une déclaration et ils affirment que le territoire du Sahara occidental est marocain, l'Algérie ne dit point sur cette situation. Autant sur la question palestinienne, nous devons nous poser la question, quelle est la position du gouvernement italien vis-à-vis de la question palestinienne? Nous avons bien vu l'effort qui a été fait par le parti au pouvoir italien dans l'exécution des populations de Gaza. Mais en Algérie, on n'en parle pas. On ne fait même pas acte des positions du gouvernement italien sur la question que nous prétendons défendre avec fermeté et avec tout l'engagement que nous prétendons mener sur la question palestinienne. Donc, il y a nécessité de distinguer entre la manœuvre et assez souvent, c'est les manœuvres qui sont destinées à la consommation locale et le discours diplomatique vrai du pouvoir algérien qui se soucie que du maintien des intérêts personnels et politiques du pouvoir, et pas de l'Algérie en tant que nation et pas de l'Algérie en tant qu'État. Nous devons faire la distinction. Lorsque aujourd'hui, vous voyez tous les sujets qui sont posés dans le débat, bien qu'en Algérie, on fait peu écho des mesures prises par l'Algérie. Hein. On parle de réciprocité, on parle en Starbo, on est étonné, on est vraiment choqué, on n'est pas informé.
on ne voit pas vraiment cette puissance diplomatique. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui sont intelligents et qui savent où mettre le doigt, là où ça fait vraiment très mal. Ça parle des passeports diplomatiques, mais vous savez très bien, et l'histoire des pays africains, des dictatures africaines ont bien montré que les passeports diplomatiques sont délivrés à tous les dignitaires des régimes, à leurs enfants, à leurs familles, à leurs proches, à leurs amis, etc. Le passeport diplomatique dans les pays de dictature n'a absolument aucun sens. Et également le transfert de l'argent, mais ce n'est pas les citoyens ordinaires qui ont la possibilité de faire des transferts, de faire des investissements. Déjà que les Algériens eux-mêmes qui disposent de petits moyens ont du mal à s'investir en Algérie, que dire d'un Algérien ordinaire qui va bénéficier de... Vous avez cité un exemple, mais je vous reprends un autre exemple. Il a fallu attendre que Noël Mamère pose une question sur les transferts d'argent qui sont faits sous couverture de Khalifa Airways, de Khalifa Bank, de l'entreprise Khalifa, pour nous rendre compte qu'il y a une machine à transférer l'argent et qui est couverte par les hautes autorités du pays. Et puis, il a fallu donc se précipiter pour demander l'extradition de Moumen Khalifa depuis l'Angleterre parce que le scandale allait prendre des proportions qui pouvaient mettre en danger autant certains responsables en France, complices de ces affaires-là qu'en Algérie. On a fini par fermer le dossier. On a condamné une hôtesse de l'air, un gardien, et on a complètement caché la vérité de ce scandale. Donc, vous voyez très bien que lorsqu'il s'agit de ces questions qui relèvent des intérêts des personnes et du pouvoir, c'est une chose. Et lorsque nous parlons de l'Algérie, nous sommes non seulement engagés à défendre ce pays, mais nous sommes bien conscients que la meilleure façon de défendre l'Algérie, c'est d'aller vers la démocratie. C'est de donner justement cette possibilité à toute cette jeunesse qui est là, qui est capable de... autant il fait des miracles ailleurs, autant il réussit ailleurs. Ils sont toute la diaspora algérienne. Comment vous pouvez imaginer qu'il soit des milliers d'ingénieurs, des milliers de médecins, de milliers d'étudiants, de milliers de cadres de ce pays, ils réussissent partout ailleurs dans le monde, au Canada, en France et partout, mais ils n'ont pas pu exercer, ils n'ont pas réussi en Algérie. C'est justement défendre le pays, c'est créer les conditions pour que toute cette masse d'intelligence de cadres du pays puisse trouver le cadre dans lequel ils peuvent faire remonter toutes les pentes à ce pays qui souffre. L'Algérie est un pays qui souffre. Il ne souffre pas de par le manque de richesse, il souffre de par sa gouvernance, de par l'incompétence de ses dirigeants, de par le fait que nous sommes devant une situation où le pouvoir défend ses intérêts et pas les intérêts de la nation, et pas les intérêts de l'Algérie. Donc voilà la vraie équation, bien que ce débat est complexe, parce qu'il s'agit à la fois de poser la problématique interne, et il s'agit également de trouver les ramifications de cette problématique interne sur le plan international. Mais vous voyez très bien que l'Algérie, lorsqu'il s'agit des principes, des questions qu'elle proclame elle-même comme étant des questions qui relèvent de ses valeurs, etc., eh ben, on n'a pas vu l'Algérie, j'allais dire, exprimer un point de vue clair sur ce qui s'est passé, mis à part les discours qui sont destinés à l'opinion publique en interne. Nous ne voyons pas vraiment des prises de position capables de donner de la force, de la puissance à ce pays. Merci beaucoup, Karim Tabou. Très rapidement, il me reste 2 petites minutes. Gamal Abina, est-ce que la diplomatie algérienne a des problèmes? Est-ce qu'il y a un problème de vision? Je pense que Karim Tabou a clarifié votre question par rapport, donc, est-ce qu'il y a des invités
sur ce plateau qui défendent l'Algérie. Karim Tabou qui vit en Algérie, qui subit aussi une forme de répression puisqu'il signe chaque semaine. Son passeport a été donc confisqué. Gamal Abina, quand on revient un peu en arrière par rapport à cette question de relation avec l'Espagne, là, je suis en train de voir le titre de l'APS. Le ministre espagnol des Affaires étrangères est entré en politique par effraction. Un pyromane qui fuit en avant un guignol. Le soutien de l'Union européenne à l'Espagne suscite la colère d'Alger contre le ministre Albares. Alger donc a suspendu le traité d'amitié et de coopération signé avec l'Espagne en 2002. Et quand on voit bien sûr l'évolution maintenant, normalisation de relations, si on peut dire, avec l'Espagne. Est-ce qu'il y a un problème de vision de notre diplomatie, Gamal Abina? Très rapidement. Très rapidement, il n'y a pas de problème, la preuve, puisque la diplomatie fait le travail et que ça s'est arrangé avec l'Espagne. Ensuite, là, non, la réponse n'a pas été donnée. Il parle de questions intérieures, de questions nationales, mais il ne parle pas de questions internationales, et encore moins l'extrême droite. Je n'ai pas entendu le mot magique, l'extrême droite agresse l'Algérie. J'aurais aimé entendre ça, mais bon, ce n'est pas les mêmes paradigmes apparemment. Donc non, simplement pour dire qu'il n'y a pas de problème de vision. L'Algérie a une vision très claire. On prend l'exemple par exemple de la question palestinienne. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup à rougir de l'extraordinaire action algérienne à l'ONU. Ils ont fait le boulot, ils l'ont bien fait. On voit que l'Algérie, par exemple, sur la question de l'Union africaine, où ils ont réussi à obtenir un vote déjà de la vice-présidence, ce qui n'était pas acté, c'était pas évident, c'était obtenu haut la main. On voit que l'Algérie est prise au sérieux par les Africains, elle est prise au sérieux effectivement par l'ONU, elle est prise au sérieux par les partenaires occidentaux, et on ne peut pas tout mélanger. Tout à l'heure, j'ai entendu dire, par exemple, que l'Italie, sur la question palestinienne, était mauvaise. Non, tout l'Occident a été mauvais. Tous les dirigeants occidentaux s'alignent derrière les sionistes, effectivement. Alors, on ne va pas faire la guerre à tous les dirigeants. On porte la question à l'ONU pour que le droit soit respecté. Ça s'appelle la diplomatie. Par contre, si on faisait la guerre à l'Occident, là, ça s'appelle de la rupture diplomatique. Donc, on est dans deux relations différentes. Et moi, je m'enorgueillis du fait que les Algériens, avec une belle tradition diplomatique, ont toujours réussi à faire avancer des questions importantes et qui le font en plus avec brio et avec l'Afrique du Sud. Donc, c'est intéressant de rappeler qu'on n'est pas seul dans la manœuvre. Très bien, restez avec nous, Gamal Abina, puisque je pense Dr Sid Ahmed Sidi Mnad est toujours avec nous. On a eu un petit souci avec son Skype. Est-ce que vous êtes avec nous, docteur? Ah, je vous vois, vous êtes avec nous. Oui, je vous laisse la parole, docteur. Oui, mais franchement, je voulais réagir sur les propos de votre invité, M. Gamal Abina, je crois, c'est ça si je me trompe. Oui, absolument, Gamal Abina. Premièrement, parler d'illégitimité du gouvernement français ou du pouvoir français, ça prête à sourire. Franchement, j'aurais aimé que chez nous, on soit on peut se réclamer de cette illégitimité. Et je retourne la question. Qu'en est-il de la légitimité du pouvoir d'Alger? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, lorsqu'il nous parle de monopole, si j'ose dire, d'un patriotisme vis-à-vis de notre pays, je suis désolé, mais je ne peux accepter de leçons de personne en matière de patriotisme. Nous ne parlons pas de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Effectivement, tous les propos de cette extrême droite sont nauséabonds, sont inacceptables, sont contre le peuple algérien. Faut-il le dire, et moi, je n'ai pas, comment dirais-je, à me justifier à ce sujet, en aucun cas. Par contre, je retourne la question à votre invité en lui disant, qu'en est-il de l'Algérie? Pourquoi ne dit-il pas tout ce qui se passe en Algérie? Est-ce qu'il oublie qu'il y a des détenus d'opinion? Est-ce qu'il oublie que tous les espaces de liberté collective, individuelle, etc. sont fermés? Est-ce qu'il n'oublie pas que nous sommes en face pratiquement d'une dictature, en tout cas d'un pouvoir autoritaire? Il ne dit rien de tout cela. C'est cela son patriotisme? Tout va bien en Algérie? Mais soyons sérieux. Il n'est pas question d'accepter ce genre de propos. Libre à lui d'être, comment dirais-je, éloquent vis-à-vis de l'Algérie. D'ailleurs, il l'est. Et je suis désolé d'entendre que de tout cela, il n'y a point de points négatifs concernant tout ce qui est en train de se passer, y compris au niveau des relations entre l'Algérie et la France. Je suis désolé si l'extrême droite se permet d'insulter le peuple algérien et lui-même d'ailleurs. C'est parce que ce pouvoir nous y a menés.
Je suis désolé, c'est toutes je dirais toutes les dérives de ce pouvoir qui font qu'aujourd'hui on se fait insulter par l'extrême droite. On leur a donné le bâton pour nous battre, mais en fait ramener justement l'extrême droite au gouvernement français, moi je suis pas d'accord. Le gouvernement français a ses responsabilités. Il réagit de la manière qui lui sied, mais regardez la réaction de l'Algérie. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, il est tout mielleux en fait. Il se pose simplement des questions. Il ne va pas comme l'a dit, je crois, M. Benchenouf, jusqu'à convoquer l'ambassadeur de France à Alger, parce que en fait, vous le dites, et votre invité le dit, c'est quelque chose de très grave. Quoique moi je dis ça ne l'est pas. Monsieur Karim Tabou lui a répondu concernant les diplomates. Il sait très bien, il le sait, il ne peut pas ignorer que ces passeports diplomatiques sont distribués à tout va, dignitaires, accompagnateurs, familles, enfants, etc. Donc c'est quoi c'est restreindre les mouvements de diplomates. Bon, Monsieur Gamal Abina, voyons. Un peu de discernement. Vous savez très bien quelles sont les personnes, ces dignitaires justement, qui bénéficient de tous ces passeports diplomatiques. Vous savez très bien que tant que la France, et moi je le dis, je prends mes responsabilités à ce sujet, n'aura pas gelé les avoirs, par exemple, de ces dignitaires justement, tant que la France n'aura pas enquêté sur tous ces biens mal acquis en France. Vous le savez. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. Donc, en termes de patriotisme, s'il vous plaît, soyez aussi indulgents parce que vous n'avez pas ce monopole. Et c'est ce que je voulais dire parce que, franchement, vous parlez de l'Algérie comme bon vous semble, mais à un moment donné, un peu de discernement. On ne vous demande pas plus, M. Gamal Abina. Merci. Merci, Dr Sid Ahmed Sidi Mennad, analyste politique. Il me reste 10 secondes pour Jamaldine Benchenouf. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous, Jamaldine Benchenouf. Ou peut-être... Permettez-moi, mon cher ami, de vous dire toute ma frustration. Ce n'est pas normal de donner 2 fois de suite la parole à Gamal Abina, de ne même pas permettre aux autres invités de répondre à ce qui semble être une attaque frontale contre notre passivité. C'est encore un peu, il aurait dit des traîtres à la nation. Je regrette Nasser, je ne comprends pas pourquoi lui il prend la parole à 2 reprises, 2 tours de micro, et nous on est là à attendre. Mais bon, je vais m'exprimer très vite. Je vous avoue, Nasser, nous sommes des amis, mais je suis très frustré, je suis très fâché, je ne le cache pas. Alors, d'abord, pour l'extrême droite, c'est son fonds de commerce habituel. Elle a l'habitude, l'extrême droite, de faire son fonds de commerce de ce genre de choses. Mais nous avons affaire à l'État français. C'est l'État français. Sa politique interne ne nous concerne pas. Et l'extrême droite n'est pas en train d'attaquer le peuple algérien. On est en train de s'en servir comme d'un épouvantail, justement, pour cacher tout ce qui est laid, tout ce qui est vil, tout ce qui est ignoble derrière cette extrême droite. Le régime. Nous, on considère que l'État français n'attaque pas l'Algérie. Je n'ai pas à me solidariser avec des mafiocrates spécialisés dans la corruption de masse et la corruption des élites. Et les turpitudes en tout genre. Les passeports diplomatiques qui sont délivrés au nom de l'Algérie, au nom du peuple algérien, au nom de l'État algérien, servent à aller faire des petites combines. Les capitaines d'industrie dont on nous rebat les oreilles, ils ont fait des fortunes de plusieurs milliards de dollars sur la base de surfacturation. Surfacturation, et la France en sait quelque chose qui a aidé à ces gens-là à se sucrer sur le dos du peuple algérien et investir en France des sommes absolument colossales. Mais sinon, l'un dans l'autre, nul n'a le monopole du nationalisme. Nous sommes sur le terrain de l'opposition au régime algérien depuis plus de 30 ans, dont 20 ans juste en France. M. Gamal Abina venait souvent dans mes émissions. Il en sait quelque chose, lui qui était opposant. Mais
nous ne sommes pas contre notre pays, Nasser. C'est pour ça que je voulais intervenir absolument. Parce qu'on a suggéré que nous serions contre notre pays, que nous serions aveugles et sourds devant l'agitation de l'extrême droite et qu'à la limite, encore un peu, on nous aurait dit que nous émargeons dans les services français et que nous sommes peut-être même arrosés généreusement, qui sait, pourquoi pas. Mais nous battons pour notre pays. Nous nous battons pour la dignité du peuple algérien. Nul n'a pu nous acheter et nul ne pourra nous acheter. Nous mourrons pauvres, mais nous mourrons dignes. Et l'Algérie sera libérée, que ça plaise ou que ça déplaise. Et je persiste à dire qu'en ce moment, moi, je suis très satisfait que l'État français s'attaque à ses propres proconsuls, à ses propres agents, que sont les barons du régime, qui tous, je rappelle qu'il y a, aux dernières statistiques, il y a 500 ministres algériens qui se sont établis en France. Je ne jette pas la balle à tous les ministres, dont beaucoup sont des gens honnêtes, légaux, et qui ont dû fuir justement ce régime qui les a pressurés et qui les a salis et qui a tenté de les mettre sous le boisseau. Voilà, j'en ai fini. Merci Jamaldine Benchenouf. En tous les cas, vous le savez très bien, on essaie toujours donc de donner équitablement le temps pour les invités. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour que tous les invités donc aient le même temps. Et on est désolé des fois si on passe à côté, mais en tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Notre ami Jamaldine Benchenouf, journaliste observateur politique, merci à vous. Merci à Dr Sid Ahmed Sidi Mennad, analyste politique. Il était avec nous aussi via Skype. Merci à Adel Khalef, consultant international en télécom. Merci à Gamal Abina, analyste politique et spécialiste des questions géopolitiques. Merci à Karim Tabou, opposant politique, qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha.